Salut tout le monde, ici Ali. Aujourd'hui, dans un épisode de podcast très spécial parce que j'ai une invitée avec moi qui va nous parler des OGM et aussi des pesticides. Donc, je trouvais ça super pertinent d'apporter ça dans mon podcast aujourd'hui en lien avec la longévité et comment vivre jusqu'à 180 ans. On s'est moqué des frères Wright lorsqu'ils affirmaient que l'homme pourrait un jour voler. Pourtant, ils ont prouvé que c'était possible et l'avion existe aujourd'hui. On a aussi ignoré Thomas Edison quand il disait qu'on pouvait créer une source d'énergie indépendante. Donc, je vous présente Laure Mabilo. J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, et toi, en fait, tu es avec l'organisme Vigilance OGM, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. C'est très apprécié. En plus, elle est venue en vélo. Gros courage, là. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris 2h30. Oh my God! T'es écœurante, j'adore ça. Hein? Quand on est une femme en santé, on prend toutes les opportunités devant nous de faire des bonnes actions pour notre santé. Et en fait, j'aimerais vraiment parler de Vigilance OGM. Ça fait pas longtemps que je vous connais, en fait. Et le sujet, pour moi, est important parce que moi, je mange bio depuis très, très longtemps. Et j'ai commencé à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai eu comme des drôles de critiques en lien avec l'alimentation bio. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent que manger bio, ça coûte cher ou quand c'est écrit bio, c'est pas réellement bio. Aussi, j'ai parlé un peu des OGM et beaucoup de commentaires comme quoi que les OGM n'existent pas ou les pesticides n'existent pas aussi au Canada. Donc, je suis vraiment contente parce qu'on a eu une belle discussion au téléphone avant de se rencontrer aujourd'hui et ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je te disais tout à l'heure, j'ai de quoi péter la balloune du monde parce que c'est ce qu'on regarde à Vigilance OGM. On regarde ce que va faire le gouvernement, l'industrie sur la question des OGM et des pesticides. Et malheureusement, il y a pas mal de critiques à faire. C'est incroyable. Donc, c'est pas un mythe là, qu'il y a des pesticides qui existent et des OGM. Non, effectivement, c'est pas un mythe. Et d'ailleurs, le Canada a fait le choix d'avoir une agriculture portée vers les organismes génétiquement modifiés. Wow! On va aller dans les détails au courant de cet épisode. Et pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, c'est quoi les objectifs de Vigilance OGM? C'est quoi la mission, en fait? De où ça part? Peux-tu m'expliquer un petit peu cette mission, cet organisme-là? Oui, donc Vigilance OGM, c'est un réseau d'organismes à la fois... ça peut être de fermes bio, ça peut être de organisations qui vont défendre le consommateur, ça peut être un petit peu variable pour finalement mettre autour de la table toutes les personnes qui veulent faire attention à ce qu'il y a dans leur assiette et regarder plus spécifiquement la question des organismes génétiquement modifiés. Donc nous, à Vigilance OGM, on travaille sur la question des OGM et des pesticides. Pourquoi les deux? Parce qu'on modifie génétiquement des organismes pour leur permettre de tolérer des pesticides. Okay. Donc c'est vraiment deux choses qui vont l'une avec l'autre, même si on peut utiliser des pesticides sans avoir recours à des OGM. Mais vraiment, quand on parle d'OGM, ça vient forcément avec le package OGM pesticides. Et d'ailleurs, les compagnies qui vendent les OGM sont les mêmes compagnies qui vendent les pesticides. C'est vraiment le duo qu'elles proposent dans leur offre de services. C'est une grosse business, ça, là. Oh oui. Puis on parle aussi
de structures. Il y a très très peu de monde finalement sur le marché. On parle de 4-5 grosses compagnies qui ont la majorité du marché. Et donc ça les rend puissantes, vraiment très puissantes face au gouvernement notamment en fait. C'est même débalancé et ils arrivent à parfois être plus puissants que la population, la capacité d'un gouvernement à s'opposer à, etc. C'est un ministre de l'Environnement du Québec qui l'a dit, d'ailleurs, Monsanto, donc une compagnie qui maintenant a été rachetée par Bayer. Il a dit un jour, Monsanto est plus puissante que le gouvernement. Wow. Puis il était ministre de l'Agriculture. C'est incroyable. Monsieur Pierre Paradis. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des grosses compagnies avec beaucoup de moyens et malheureusement qui dirigent. Là, il y a de la démocratie, il y a des gouvernements, mais c'est beaucoup sociopolitique aussi comme question, là, les OGM, les pesticides. Qui orientent beaucoup de décisions dans le monde et notamment tout ce qui est agricole. C'est ça, c'est orienté depuis très longtemps en fonction des intérêts de ces compagnies-là. Incroyable, ça me fait penser un petit peu la guerre avec Big Pharma aussi, quand il y a eu les vaccins ou autres, les médicaments qui sont prescrits facilement. Il y a tout le temps une question d'argent derrière ça qu'on se rend compte, là, quand ça devient très puissant. Mais tu vois, je te dirais que souvent, on fait le lien sur ce qu'on peut observer qui se passe en ce moment sur la question des pesticides et des OGM avec ce qui a pu se passer pour le tabac ou l'industrie du pétrole. Par exemple, l'industrie du tabac, on sait que depuis très très longtemps, elle savait que fumer donnait le cancer. Mais consciemment, ils ont travaillé à empêcher la sortie de cette information-là, essayer de la minimiser, essayer de détourner l'attention pour qu'on regarde plutôt autre chose, comme le vin donne le cancer, les bananes donnent le cancer, toutes donnent le cancer. Fait que le tabac donne le cancer, mais en fait, qu'est-ce qui ne donne pas le cancer, là? Un peu détourner l'attention. Et donc, ils savaient depuis très très longtemps et ils ont mis en place des techniques pour éviter au maximum d'avoir à changer leur modèle d'affaires et pouvoir continuer leur vente. Puis, c'est pareil pour le pétrole. Pour le pétrole, l'industrie du pétrole connaissait les enjeux de ces activités sur les changements climatiques des dizaines d'années avant que le grand public, les instances publiques même ne le savent, mais ils ont mis en place des stratégies pour essayer de minimiser, orienter les discours publics, orienter les décisions pour pas que ça se fasse, pour pouvoir continuer à développer leur marché. Et on voit la même chose pour l'industrie des OGM et des pesticides. C'est quand même incroyable parce que ça fait après une population un peu endormie sur ce sujet-là. Je me suis fait même critiquer par des professionnels de la santé en disant « voyons donc, tu achètes bio, tu as juste à laver tes fruits, puis tu n'auras plus de pesticides là-dedans. » Puis j'ai été agréablement surprise quand tu m'as dit « Non, il existe 2 sortes de pesticides, que ça va sur les fruits, par exemple, et dans les fruits. » Tu pourrais-tu m'en parler un peu? Oui, mais dans le fond, il y a 2 sortes de pesticides. Donc, il y a des pesticides qui vont rester en surface de l'aliment. Et donc là, de façon assez évidente, si on frotte, si on enlève la pelure, etc., exactement, on devrait avoir... Le trempage ou le... on devrait ne plus avoir de traces de pesticides. Mais il y a aussi une sorte de pesticide qui s'appelle les pesticides systémiques. Ils rentrent dans l'aliment et donc, du coup, ça veut dire que même la chair, en fait, va pouvoir avoir contenir des pesticides. Donc, on voit la limite. Et peut-être, si on veut aller plus loin dans tout ça, on pourrait se dire, OK, comment je fais pour limiter mon exposition aux pesticides? Donc, bon, pas qu'il ne faut pas virer fou. Moi, je suis cinglée maintenant. Depuis que je t'ai parlé, depuis que je me renseigne beaucoup, j'étudie beaucoup dans le domaine, je ne vais presque plus à l'épicerie. Moi, personnellement, je vais toujours acheter local, dans des fermes à côté de chez moi. Il y a Mathurin aussi que je connais maintenant. Mais
ce que je dirais, c'est ça, c'est que c'est pas facile, en fait, aujourd'hui, de s'échapper des pesticides. Exactement. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air qu'on respire, il y en a partout. J'ai 3 purificateurs dans ma maison d'air. Et pour ce qui est de la question de l'alimentation, il y a aussi un enjeu de justice environnementale, justice sociale derrière ça. C'est que tout le monde n'est pas en capacité des fois de pouvoir acheter biologique, de pouvoir acheter local. Donc, comment on fait vis-à-vis de tout ça? Donc, bon, en règle générale, c'est sûr que dès qu'on peut acheter bio, c'est mieux. Local aussi, on sait que par rapport à d'autres pays, des fois, on va quand même avoir moins de traces de pesticides sur nos fruits et légumes. Ensuite, laver à grande eau, éplucher quand du coup il y a des pesticides dessus. Tout à fait. On parle aussi de bicarbonate de soude pour frotter, etc. Ça peut aller plus loin. Ensuite, il y a aussi des petites astuces comme, tu sais, on ne veut pas être parfait, puis tout acheter bio, puis tout, tu sais, ça coûte vraiment cher. Fait que des fois, on peut essayer d'avoir des choix, en tout cas, qui sont logiques. Et il existe des listes. Exactement. Avec la liste des 12 fruits et légumes avec le plus de résidus de pesticides. Donc, ceux-là, si on les mange... Il faut les éviter. Aller vers du bio, c'est comme s'assurer que cela, il faut vraiment faire attention. Puis après, il y a une liste aussi de 12 aliments avec le moins de résidus de pesticides. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, c'est peut-être cela que je vais acheter en conventionnel pour me permettre d'acheter d'autres achats plus sécuritaires en biologique. J'ai souvent parlé, moi, que mon opinion, c'est une grosse guerre, le bio, ça coûte cher et tout, mais j'ai dit à quoi bon nourrir ta famille ou te nourrir avec plus d'aliments, mais qui sont en train de t'empoisonner. Parce que souvent, les gens vont surconsommer, suracheter. Tu vas rentrer dans les frigos des gens, leur frigo est plein, mais c'est de la malbouffe ou c'est des choses qui n'ont aucun nutriment, parce que ça a été prouvé que les trucs bio, les aliments bio étaient beaucoup plus nutritifs, comparément à cause des sols et autres, comparément aux non-bio. Donc, je dis, si tu as 200 $ pour ton épicerie, pourquoi pas acheter des aliments sains, nutritifs, qui vont vraiment te nourrir et qui ne vont pas t'empoisonner, parce qu'après, on va parler des répercussions sur l'environnement et la santé, que contrairement à prendre 200 $, mais avoir plus d'aliments, mais finalement, c'est pas bon, tu sais. Fait que je dis toujours, il faut faire des choix intelligents, justement. Oui. Et moi, je pense que c'est important de quand même consommer des aliments, mais que ça soit bon pour toi, c'est ton énergie. C'est vital. Ouais. Puis des fois, ce qui peut permettre, c'est d'aller le moins possible vers des produits transformés. Exactement. Qui se permettent de racheter, en fait, un aliment de base. Parce que tout ce qui est transformé, ça coûte cher. Et ta satiété n'augmente pas. Tu as encore plus faim, donc tu vas encore plus manger. Et c'est sûr, moi, en tant que naturopathe, je vais te le dire, ça vient débalancer tes hormones, donc tout ce qu'il y a dans ton corps, en fait. Donc, c'est important de manger sainement. Et le bio en fait partie aussi. Donc, faire des choix. Puis je trouve que cette liste-là, c'est une très bonne idée, justement, de la connaître. Oui, 2 listes à bien connaître. Comme celle qu'il faut vraiment éviter, puis celle où, au contraire, peut-être qu'on peut, on peut aller pour trouver un équilibre, parce que c'est sûr que c'est pas forcément facile. Faire des choix intelligents. Puis si vous voulez cette liste, ces 2 listes-là, en fait, je vais vous le mettre dans mon groupe Facebook, Parlons Santé. À la fin du podcast, vous allez avoir le lien, si vous voulez aller les chercher. J'aimerais savoir, toi, selon tes connaissances à toi, est-ce que tu sais, parce que tu baignes beaucoup là-dedans en ce moment, ça serait quoi les effets secondaires sur la santé? Je sais que j'ai vu en lien avec l'autisme, le Parkinson. Qu'est-ce que tu pourrais parler en lien avec ça? Oui, dans le fond, il y a beaucoup d'études qui... La science évolue tous les jours. La science est falsifiable, comme je dis. Mais je te dirais qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent et de plus en plus d'études, des fois, qui peuvent être indépendantes. Oui, on va parler de ça aussi. Il y a les études qui sont réalisées par l'industrie et donc qui montrent beaucoup, par exemple... il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux devant par exemple, une exposition aux pesticides. Oui. Par exemple, les femmes enceintes et les enfants
sont beaucoup plus vulnérables parce que dans les pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens. Et Oui, donc ça, des xénostrogènes, je les appelle. ça joue ça joue des rôles très importants à des moments dans le développement. Donc, une femme enceinte est vraiment à risque et à risque pour son bébé parce qu'il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Et puis, les enfants aussi, ils sont plus sensibles parce que ils sont plus petits. Exactement. Et par exemple, on en parle pour les pesticides qu'on peut mettre dans le jardin. Un enfant qui va ramper sur le sol, proportionnellement à toi, un enfant, il a plus de peau, de surface par rapport à son poids. Et donc, ça fait que son exposition, elle va être d'autant plus grande. Oui. On parle aussi de troubles de l'attention. TDAH. Oui, exactement. Que tout ça aussi augmente beaucoup, en fait, ces dernières années, partout dans le monde. Oui. Auprès de tous les jeunes. Il y a de plus en plus de cas comme ça. On parle de cancer, donc il y a le Parkinson, il y a le lymphome non-hodgkinien, il y a quand même, c'est ça, beaucoup de choses qui viennent en lien. Puis là, c'est ça, ouais, non, je pourrais m'arrêter là-dessus. Ça fait peur, je trouve, de se dire que des pesticides peuvent causer ça, mais que là, en ce moment, ce que tu dis, c'est qu'au Canada, ils les utilisent beaucoup. Tu m'avais parlé aussi de lobbyisme. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire en lien avec ça? Je ne connaissais même pas ce mot-là avant de te parler, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est, lobbyisme? Oui, le lobbyisme, en fait, c'est quand il y a des groupes d'intérêt privés qui vont aller vers des décideurs publics pour essayer d'influencer les décisions qui vont être prises. Donc nous, à Vigilance OGM, en fait, on regarde beaucoup le lobbyisme qui est fait sur les pesticides et les OGM par les compagnies qui les vendent. Et donc aujourd'hui, on a un système d'homologation des pesticides qui est porté par Santé Canada et par l'ARLA, l'agence de la réglementation de la lutte antiparasitaire. Okay. Donc c'est ce monde-là qui va s'occuper de comment on gère les pesticides au Québec. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce milieu-là est vraiment gangréné par les gens du milieu des affaires qui vendent des pesticides et des OGM. Puis là, après les recherches, c'est ces compagnies-là qui vont les faire, justement, subvenir aux recherches scientifiques. En fait, le lobbyisme, il est tel qu'il est en fait mis en place depuis tellement longtemps que notre système de réglementation, notre système d'homologation des pesticides, donc quand on va accepter de mettre un pesticide, par exemple, sur le marché, il est à la faveur des entreprises. Par exemple, nous, à Vigilance OGM, on a 3 grandes critiques sur l'évaluation des pesticides. Le fait que les études sur lesquelles se base Santé Canada sont en majorité fournies par les entreprises privées. C'est insensé. Ça, c'est vraiment un cas de conflit d'intérêt majeur. Eh oui. Tu étudies ton propre produit pour dire qu'il est bien. Un peu la même histoire que le tabac qui essaie de protéger. Exact. Ouais. Et donc, tu peux avoir tendance à essayer d'utiliser un protocole qui ne va pas forcément montrer exactement le revers de la médaille. Des fois, on parle là dans les études de la longévité des rats. C'est comme, on va faire une étude et tout ça, puis on tue les rats à tel moment. Mais en fait, si on les avait fait vivre jusqu'à un âge comme plus... Qu'est-ce qui serait passé? Là, il y a des développements de tumeurs. T'sais. Fait que ça peut vraiment poser problème. Ensuite, c'est que les études sur lesquelles on se base en ce moment pour homologuer un pesticide, elles ne sont pas rendues publiques. Puis ça, c'est la base de la science. La science, là, c'est faire un protocole, rédiger ton analyse, ton papier, tout ça, le publier. Il y a des gens
ailleurs dans le monde, qui sont d'autres spécialistes que toi-même, qui vont pouvoir prendre ce protocole, voir s'il est valide, le refaire, le reproduire. Ça, je dis que c'est falsifiable. Toujours prouver le contraire ou prouver que c'est vrai. Et donc là, ben non, c'est un secret industriel, pardi. On n'a pas le droit de savoir c'est quoi ces études-là. Et c'est qui dit ça? C'est Santé Canada qui disent? Oui, Santé Canada, comme je disais. On peut peut-être être censuré à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si on va avoir le droit de publier ça, mais on continue. mais c'est ça que je disais tout à l'heure, le lobby se met en place depuis longtemps. Fait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont déjà à la faveur de l'industrie, dont ce système d'homologation. Et donc ça, c'est Santé Canada qui l'a mis en place. Et ensuite, un autre point majeur, c'est qu'on étudie, pour l'homologation d'un pesticide, on va étudier un seul ingrédient d'un produit. Donc, par exemple, le pesticide le plus connu, c'est le Roundup. Le Roundup. Roundup. OK. Ouais, de Monsanto, qui a été revendu à Bayer. Puis, le Roundup, c'est un pesticide à base de glyphosate. Ouais. Donc, dans le fond, on étudie seulement le glyphosate dans le Roundup. Dans toutes les études, c'est ça qu'ils vont étudier. Oui, c'est l'ingrédient qu'on dit actif. Ouais. Fait que l'industrie a réussi à faire passer ce truc de dire au gouvernement, OK, mais non, dans notre produit, il y a juste un ingrédient qu'il faut regarder. Le reste, ça ne sert à rien de le regarder. Regardez ça. Nous, on a fait des études là-dessus et on montre qu'il n'y a pas de problème. Par contre, ils savent, et on l'a vu dans des Monsanto Papers, donc dans des documents qu'on a eu, des documents de l'entreprise qu'on a pu avoir grâce à un procès. Et en fait, dans les documents, on sait qu'ils savaient que c'est cancérogène, puis tout ça. Puis dans le fond, ils n'étudiaient pas le cocktail. Si on étudie l'ensemble du produit. C'est ça. Et du coup, dans le Roundup, ben, il y a des produits qui sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que le glyphosate. Et il y a des produits qui sont censés en fait aussi renforcer le pouvoir du glyphosate. Et un chimiste, il sait très bien que, par exemple, en fait, en chimie, c'est pas 1 + 1 + 1, ça peut être des multiplications de risques. Chaque produit... Chaque transformation, chaque mélange. Exact. Et donc, en fait, étudier silo par silo comme ça, même les produits, il faut vraiment étudier l'interaction entre les produits. Parce que même eux créent quelque chose. Hein? C'est ça qui peut créer quelque chose qui, du coup, là, est comme genre cancérogène, puis alors que les deux autres avant ne l'étaient pas. Mais ensemble, ils font quelque chose qui est pas cool. Et donc, on étudie seulement un des produits de tous les produits, puis c'est à peu près 40%. Et combien il y a de produits, tu crois? Ben, en tout cas, en pourcentage, c'est à peu près 40% de glyphosate et 60% d'autres choses. D'autres choses, c'est ça. Puis tu sais... C'est même pas la moitié. Avec plein de cochonneries, là. Ouais. C'est tout transformé, c'est synthétique, donc on s'éloigne de la nature, là. C'est sûr. Et puis dans tout ça, tu sais, notre système d'homologation, donc on voit à la base que même pour homologuer un produit, il y a des problèmes. Mais c'est qu'on ne regarde pas non plus avec une vision d'ensemble. On homologue pesticide par ingrédient actif, par ingrédient actif. C'est très individualiste et non holiste. On le fait par silo et on n'étudie pas en fait, si je valide en fait du Roundup et du dicamba, ça va faire quoi ensemble les deux? Alors que c'est pourtant ça qu'on épand dans nos champs. Puis en fait, notre salade, elle va avoir plusieurs pesticides. On va lui faire subir un traitement de plusieurs pesticides. Incroyable. Et ça, c'est une des très très grandes limites de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, c'est beaucoup au Canada. Puis moi, je voyage beaucoup avec mon mari. Je me rends compte que c'est pas partout pareil en termes d'avertissement. Comme par exemple, en Europe, tu vas à certains endroits, puis sur les étiquettes, ça va être écrit
si c'est bio, si ça contient des pesticides, si avec des ronds de couleur. Au Canada, ils font rien de ça. Ouais. Alors, on a effectivement, et Vigilance OGM a très longtemps lutté pour avoir un étiquetage obligatoire des OGM, ce qu'on n'a pas réussi à avoir, soyons honnêtes. Alors que, par exemple, en Europe, il y a cet étiquetage. Et puis, alors c'est moi ma spécialité, mais je sais qu'en Europe, il y a comme des Nutri-Score. Et donc, ce que tu disais là, en fait, ça va du rouge au jaune. Exactement. Au vert, pardon, pour dire, OK, ben ça, c'est pas ça, pire, tu peux en consommer, ça, moins. Ça, c'est comme, ben, si t'en consommes, tu sais, on consomme pas trop, tu sais. C'est ça. Après, sur tout ce qui est des labels, tu sais, il faut faire attention à ça, à qu'est-ce qu'il y a derrière le label, quel organisme, quelle organisation il y a derrière le label. Parce que l'industrie a tendance à aussi favoriser la création de certains labels qui sont beaucoup moins, avec un cahier des charges à rabais, etc. et qui est plus en fait un argument marketing. Donc, tu sais, et qu'est-ce que tu conseilles qui devrait être écrit? Mais pour le moment, label. En fait, c'est le biologique. C'est celui-ci là, qui c'est ça, j'ai appris avec Paul de la ferme Saint-Vincent que je suis allée voir, que vraiment, quand c'est écrit bio, c'est bio, parce qu'au Canada, il y a des réglementations. Oui. Et puis, c'est cette certification qui a un cahier des charges. Pour dire qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'OGM. Qui est le plus béton, tu sais. Alors que pas de résidus de pesticides, zéro résidu de pesticides. Ça, j'en ai vu sur des trucs de fruits, pas de pesticides, mais c'est pas écrit bio. Oui. C'est marketing. Il faut regarder c'est quoi le cahier des charges derrière. Puis aujourd'hui, celui qui a un cahier des charges qui est comme vraiment plus béton, c'est en biologique. Et tu m'avais parlé aussi que, tu sais, on essaie de trouver des moyens pour sensibiliser les gens en lien avec les pesticides, les OGM, mais aussi, tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de communication entre les agriculteurs et ceux qui produisent les pesticides, en fait, qui manquent d'enseignement. Alors, en fait, donc nous, à Vigilance OGM, on a fait une liste d'épiceries pour se dire comme, OK, comment on pourrait réduire drastiquement demain notre dépendance aux pesticides. Puis, on a fait 15 revendications, ça s'appelle « Sortir du glyphosate » et tout, c'est un manifeste qu'on peut signer. Et dedans, il y a mettre beaucoup plus de donc, ce qu'on appelle des agronomes sur le terrain. Les agronomes, c'est des gens en fait qui vont pouvoir conseiller les agriculteurs dans l'usage des pesticides. Et on se rend compte que des fois, en fait, les agronomes, c'est eux qui vont faire le pont entre la recherche qui est faite et le milieu agricole. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours besoin de plus de recherche scientifique, mais qu'il y en a quand même beaucoup qui a été faite de la recherche scientifique et qu'il y a plutôt un engorgement sur la mise en place des connaissances qu'on a au travers de la recherche dans les champs. Et donc, ça prendrait plein d'agronomes sur le terrain qui pourraient aller discuter avec les agriculteurs pour leur apprendre Exact, parce qu'ils ne sont peut-être pas au courant, c'est ça. Et tu as 1000 choses à faire quand tu es agriculteur. Puis biologique aussi, j'ai vu Paul, c'est demandant. C'est méchant. Puis tu sais, Paul, comme un agriculteur conventionnel, il a besoin d'un agronome pour mieux comprendre son sol. C'est pas que de l'usage des pesticides, là, un agronome, c'est mieux comprendre ton sol, etc. La biodiversité, et donc ça serait vraiment utile. Mais là encore, il y a toujours des entourloupes avec l'industrie et les vendeurs de pesticides. C'est qu'il y a beaucoup d'agronomes liés. Donc, c'est fou, hein? C'est des agronomes qui sont embauchés par des entreprises qui vendent des pesticides. Et donc, du coup, ils conseillent et vendent en même temps. Tu sais, c'est comme si ton médecin, c'est ton pharmacien. Oui, exactement. Du coup, il a comme un intérêt à vendre plus, même si tu n'en aurais pas de besoin. Exactement. Tu sais, c'est comme, t'aimes ça séparer, les... Ça vient de deux endroits différents, en fait. C'est ça.
comme chacun son rôle, Oui. puis du coup, on se protège tu sais, Oui. de cette façon-là. Mais c'est fou comment cette guerre de pesticides, ça remonte depuis quand? Moi, j'ai commencé à lire le livre de Rachel Carson, Oui. super intéressant, qui parlait en fait que, puis je vais vous le conseiller, c'est quoi déjà le nom? C'est Printemps silencieux. Printemps silencieux. Et ça a commencé qu'elle disait qu'elle n'entendait plus les oiseaux chanter. Oui, c'est ça, avec l'usage du DDT à l'époque et tout. Puis ça a été la première, en fait, qui a lancé l'alerte sur la question des pesticides. En fait, il faut savoir que les pesticides, c'est du recyclage des produits qu'on avait développés pendant la guerre. C'est ça, hein? Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on avait comme des produits pas cool, là, tu sais, comme l'agent orange au Vietnam. C'est la même histoire que l'huile de palme et le canola, ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à développer l'agro-industrie et tout ça. Ouais. Ça remonte pas de hier, en fait, hein? Non. Mais c'est pas non plus si vieux. OK. On a su faire autrement avant. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois on dit « Ah là là, les écolos, l'âge de pierre Ouais. ». Non, l'âge de pierre, c'est vrai. C'était pas l'âge de pierre à ce moment-là. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on voulait produire beaucoup pour beaucoup de monde et tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, tu sais, on fait face à un mur, pas un. Tu sais, on n'arrive pas à nourrir le monde finalement, tu sais, même avec toute les OGM et l'industrialisation, ça résout pas tous les problèmes. Puis que, en fait, aussi, face au changement climatique, ça nous met dans une vulnérabilité incroyable. On réduit la quantité de cultures qui vont nourrir le monde. Ouais. On réduit la biodiversité dans les champs et on se rend très, très vulnérable à des Covid de ce monde, des parasites qui pourraient atteindre toutes ces cultures-là, alors qu'on sait que dans un milieu avec un écosystème riche, ben, tu sais, un parasite, tu sais, t'imagines, là, t'as je sais pas quoi qui mange je ne sais quoi qui arrive dans son champ de maïs, c'est ça que tu manges d'envie, puis c'est juste du maïs. Ouais. Tu sais, t'es comme alléluia. Alors que si tu es dans un système qui est beaucoup plus avec un écosystème beaucoup plus fort, bah c'est ça. Avant de tomber sur un autre pied de maïs, bah, il y aura plein d'autres choses avant, et donc tu vas pas pulluler comme ça parce que en fait il y a que ça quoi. Et donc ça permet un équilibre naturel. Et tu crois que dans le futur on s'en va où avec ça au Canada? Oui, alors est-ce qu'on va dans la bonne direction? Oui, c'est ça. Pas sûr. L'industrie se sent bien qu'elle est attaquée sur les pesticides et tout ça. Et donc souvent, en fait, ce qui est important, c'est pas de travailler molécule par molécule, parce qu'en fait, l'industrie va laisser tomber une molécule quand ils en auront une qui est prête pour remplacer. Mm-hmm. Et tu sais, le Roundup, le glyphosate, on se bat contre. Mais il va en avoir une autre. C'est celui qui est le plus utilisé dans le monde. Mais tu sais, on sait que dans 4 ans, là, ils sont prêts pour mettre quelque chose d'autre sur le marché. Donc, c'est quand même important de travailler de façon systémique, par exemple, sur le système d'évaluation dont on parlait tout à l'heure, pour s'assurer que les prochains, bah, on ne se rend pas compte que ça 30 passe ans pas, après que là, ça donne des cancers. Oups. Ils savent aussi que sur les pesticides, on va quand même vers une réduction et tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est développer du marché. C'est une entreprise privée qui veut développer du marché. Donc là, de plus en plus, Tu m'avais parlé qu'il augmentait maintenant l'utilisation, le pourcentage que Santé Canada a demandé d'augmenter la dose. Oui, alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais juste pour terminer ça, par exemple, en ce moment, ils sont en train de développer l'agriculture dite de précision. Okay. Où, un agriculteur, il va falloir qu'il achète un drone pour pouvoir observer sa parcelle et tout ça avec toutes les ordinateurs pour permettre de comprendre qu'est-ce qu'ils voient sur le truc. C'est un marché, pour dire, ici, il faut que tu mettes des pesticides, mais pas ici. Et donc, ça va venir
renforcer le truc de pour réduire les pesticides, il faut passer à l'agriculture de précision. Et l'idée, en fait, c'est juste de vendre plus de trucs aux agriculteurs. Donner de l'argent plus à quelqu'un. Et ils vont encore s'endetter. Et en tout cas, c'est fou parce que dans le temps, ils n'utilisaient pas ça, des drones, le voyons donc. Ben oui, non. Donc c'est ça. Ils sont toujours en train de développer des marchés et ils savent où ils s'en vont. De ce que tu me parlais, donc Santé Canada, pour s'assurer que genre on n'est pas exposé à trop de pesticides, comment ils font? C'est qu'ils déterminent une limite maximale de résidus sur les aliments qu'on peut vendre au Canada. Donc, pour chaque limite maximale, on détermine une limite maximale de résidus pour chaque aliment, pour chaque pesticide. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup des LMR, parce qu'il y a plus de 600 pesticides qui sont homologués au Canada et des denrées alimentaires, on en a beaucoup. Et donc, il y a eu un scandale en fait ces dernières années. En 2021, ils ont voulu augmenter la LMR de beaucoup d'aliments vis-à-vis du glyphosate. OK. Fait qu'ils voulaient augmenter la dose, le pourcentage. Pourquoi? Le seuil de résidus qui serait autorisé. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça pourrit trop vite. Non, c'est pour faciliter les échanges commerciaux. C'est ça, exact. Donc, pas pour une question de santé ou même des agriculteurs qui disent hey, on a vraiment de la misère, on se rend compte qu'on a besoin d'en mettre plus. Non, c'est juste la compagnie privée qui vend les pesticides qui est comme mais ça faciliterait les échanges commerciaux, ça me permettrait d'en vendre plus au final. Exact. Et donc, je vais le demander à Santé Canada. Et là, Santé Canada fait comme OK. On va l'augmenter. On fait une consultation publique pour dire on propose l'augmentation. Et donc, on tombe là-dessus. Ça sort dans les médias avec Thomas Gerbet à Radio-Canada qui sort un article. Puis là, l'article est vraiment super partagé, repris par tous les autres journaux et tout. On est genre 3 jours avant la fin de la consultation publique, là, parce que tu sais, genre toi le matin, je sais pas si tu fais ça, mais tu vas pas sur le site de Santé Canada pour voir c'est quoi les consultations qu'il y a en ce moment-là. Et donc, on continue les recherches et on découvre que y a d'autres consultations qui sont en ce moment en cours sur les petits fruits. Donc, tu sais, au Québec, les petits fruits, les fraises, framboises, les bleuets, tout ça, c'est important. Elle aussi, tu sais, comme aller subir des augmentations d'un autre pesticide. Moi, je conseille à tout le monde de manger des baies toujours. Mais les fraises, c'est les pires, j'ai cru. Oui, c'est ça. Dans le pire du pire, c'est les fraises. Et un tout petit peu après, il y a Thomas Gerbet qui a fait une demande d'accès à l'information pour savoir qui avait fait ces demandes d'augmentation de LMR. Et là, on découvre, on ne le savait pas avant, que c'est les vendeurs de pesticides. Les vendeurs de pesticides qui ont fait la demande. Et là, demande. genre, mon Dieu, comment Santé Canada peut permettre ça? Ça fait un effet boule de neige, tout le monde en parle et tout. Et les élections s'en viennent, fédérales, à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, le gouvernement, tu sais, il sent que... La soupe est chaude. C'est ça. Et donc, il coupe le feu, là. Et il faut une annonce comme « OK, on gèle les augmentations de LMR. On n'ira pas plus loin, là-dessus avant des prochaines consultations. Et puis, on veut se redorer le blason. On fait un processus de transformation de l'ARLA, donc la fameuse agence qui gère tous les pesticides. Et donc là, on est 3 ans plus tard. Je ne saurais pas quoi dire sur le processus de transformation. Pour le moment, mais c'est toujours sur la discussion de dire qu'il faut les augmenter, en fait. Alors, oui. Donc, il y a un processus de transformation à l'ARLA. On ne sait pas encore où est-ce qu'il va s'en aller. Est-ce que ça va être positif, négatif? On ne le sait pas trop. Okay. Mais par contre, pendant ce processus de transformation et tout, on a validé, il y a 1 an, la reprise des augmentations de LMR. Donc, est-ce que Santé Canada a bien compris le nerf de la guerre? Je ne suis pas sûre.
d'autant que c'est toujours des vendeurs de pesticides qui font la demande d'augmenter. Ouais. Et que c'est ça qui se passe. Ouais. On demande, et puis on dit, on fait une consultation pour le principe, puis OK. Et par exemple, à Vigilance, on a fait une demande d'accès à l'information pour savoir c'était quoi les études sur lesquelles s'était basé Santé Canada pour augmenter la limite maximale des résidus de pesticides de glyphosate. De glyphosate. En 2021, là, c'était ça le scandale. On a reçu 229 pages de documentation en réponse. Elles étaient toutes blanches, cavardées. Pas lisables, en fait. Oui, c'est ça, censurées. C'est incroyable. Fait que transparence, bonjour. Oui, c'est ça. On voit qu'il cache quelque chose derrière tout ça. Sinon, comme tu dis, il serait transparent, il montrerait. C'est ça. Puis, il cache quelque chose. C'est l'industrie qui se cache, en fait, derrière tout ça. Puis, peut-être, ça, on revient, on boucle la boucle avec ce qu'on disait au début sur notre exposition aux pesticides, manger bio, pas bio, lesquels fruits et légumes. Il y a des études là qui sont vraiment alarmantes, notamment une qui vient de sortir de l'université de Sherbrooke, qui dit que des petites doses d'exposition aux pesticides égale une grosse exposition aux pesticides. OK. C'est un peu ça qui ressort, comme de leur étude. Et ça questionne la LMR, parce que la LMR, c'est justement ça. On permet une petite dose sur chacun de nos produits, de chacun des pesticides. Et là, il prouve en fait que même si c'est une petite dose, ça équivaut comme une grosse dose. Que l'accumulation de petites doses est une grosse dose. Est une grosse dose. Et en même temps, ça semble logique, là. Oui, oui, 1 plus 1. C'est ça. Mais du coup, ça montre bien, en fait, qu'en ce moment, on est quand même... Notre système d'évaluation des pesticides, il atteint des limites. On le fait pas bien. Là, on n'étudie pas l'ensemble du produit. Exactement. On n'étudie pas l'ensemble des pesticides. Dans leur approche. C'est ça. Exactement. On n'étudie pas l'ensemble des produits qu'on met. Puis l'approche, c'est la dose qui fait le poison. Il faut faire attention parce que non, pour certains produits, c'est pas la dose qui fait le poison. Non, c'est le produit. Et l'accumulation, comme tu dis. Ouais, et tu sais, par exemple, un néonicotinoïde, en fait, une mini-dose est dramatique. Ouais. Donc là, il n'y a pas de dose qui fait le poison. C'est fou. Puis là, comme tu dis, c'est des gros perturbateurs endocriniens, des xénostrogènes, cancer, fertilité et autres. Exact. Ouais. Il y a les agriculteurs, tu sais, c'est des personnes qui sont hyper exposées. Paul, il m'avait raconté son histoire, en fait, de la ferme Saint-Vincent. Puis avant, c'était pas bio. Puis c'est son père qui a pris la ferme puis qui s'est rendu compte que exactement il y avait des gens qui mouraient autour d'eux, de la famille, des amis. Et il s'est bien rendu compte parce que dans le temps, en fait, ils utilisaient les pesticides, la nourriture avec leurs mains et tout. Et ça causait beaucoup de maladies. Et c'est là que son père il a dit non, moi je vais aller avec le bio. Ouais. Donc directement, il l'a vu autour de lui, là, les impacts. Là. Mais tu vois, il y a 2 ans, 2-3 ans, il y a la maladie de Parkinson qui a été ajoutée comme maladie professionnelle liée à l'exposition aux pesticides. Et c'est drôle parce que l'étude sur laquelle le gouvernement s'est basé pour faire ça indiquait 4 autres maladies avec autant de liens, de présomption, de liens entre l'usage des pesticides et l'apparition de la maladie. On n'en a mis qu'une. Et tu sais pas c'est quoi? Les autres maladies? Si. C'est quoi? C'est le lymphome non-hodgkinien. OK, c'est ça que tu as dit. Ceux dont on parlait tout à l'heure et tout ça. Et donc, tu sais, c'est pas très scientifique comme approche. On dirait que souvent, en fait, c'est des enjeux de communication comme la maladie de Parkinson, c'est une maladie dont on parle beaucoup, qu'on connaît, qui va faire réagir. Le lymphome non-hodgkinien, OK, bon, celui-là, on dirait que c'est tout est marketing, tout est à la pièce comme ça et tout. Puis tu sais, c'est sûr que chaque
tu sais, ça vient avec un coût, effectivement. Tu sais, Ouais. si on reconnaît une maladie, le gouvernement, tu sais, c'est une sortie du budget, là. Ouais. Et donc, comment on balance? Et malheureusement, tu sais, même s'ils ont rajouté la maladie de Parkinson, ils ont mis tellement des astérisques, tu sais, pour, OK, il faut avoir fait ça, il faut avoir fait ça, il faut avoir fait Oui, ça, mais qui ne sont pas réalistes Ouais. par rapport à la réalité d'un agriculteur, Ouais. que 2 ans après, donc ouais, ça fait 3 ans que c'est en place, et 2 ans après, il n'y avait encore aucun agriculteur qui était reconnu dans sa maladie. C'était que des paysagistes ou des choses comme ça, des personnes, et pas des agriculteurs. Incroyable. J'aurais une dernière question pour toi, Ouais. en fait, savoir de comment on pourrait contribuer, nous, en tant que citoyens, pour essayer, je sais pas, mieux sensibiliser les gens ou qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien, beaucoup en lien avec la longévité aussi, parce que moi, je veux vivre jusqu'à 180 ans hein, grâce au biohacking. On en parle beaucoup, puis c'est le but de ce podcast-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que biohacker pour éviter, sensibiliser? Quel conseil tu nous donnes? C'est sûr que moi, je suis une militante écologiste et tout. Puis, tu sais, il y a, oui, les gestes individuels Ouais. qu'on peut porter. Tu sais, Exact, comme, genre, c'est ça. par exemple, qu'est-ce que tu vas La liste de acheter, tout fruits, ça. légumes que Ouais. tu disais, oui. Mais tu sais, c'est pas suffisant. Oui. Tu sais, tout ça, c'est pas suffisant. Et donc, par exemple, tu sais, soutenir, par exemple, le travail de vigilance OGM qui, Exactement. lui, fait de la veille sur des consultations qui ont lieu, fait des lettres ouvertes pour essayer de mettre de la pression, qui des fois fait appel, tu sais, à tous les signataires de son manifeste, sortir du glyphosate pour dire « Hey, en ce moment, il y a je sais pas moi, la réhomologation du glyphosate, il faut taper fort, il Ouais. faut dire au gouvernement non », qui essaye de saisir les momentum pour qu'il y ait des changements plus systémiques, plus Ouais. globaux de la part des gouvernements pour que, tu sais, après ça redescende, que notre système il soit plus juste, qui protège la santé. Mais en ce moment, il y a vraiment, en fait, je pense, il faut donner de l'écho à tout ce qui est de la question du lobbyisme Ouais. sur le gouvernement. Ouais. Tu sais, ça n'a pas d'allure que genre un gouvernement défende d'abord les intérêts privés d'une entreprise plutôt que de défendre l'intérêt commun de sa population. Et notre santé. C'est ça, Santé Canada, sa mission première, c'est défendre la santé des Canadiens et des Canadiennes, pas de défendre la santé d'une entreprise. Ou le portefeuille d'une entreprise. Oui, c'est ça, et c'est fou, parce que c'est ça Qui se qu'ils passe semblent en ce vraiment moment. faire. Tu sais, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, mais pour vrai, il y en a pas beaucoup. Et dans mon travail, je le vois 1000 fois. À un moment donné, Santé Canada nous donne un document en ligne pour une consultation. On regarde dans les propriétés du document qui a créé le document. Et il y a écrit Madame CropLife. Madame, bon, je ne sais plus son nom, mais une directrice de CropLife qui est le lobby des lobbies des vendeurs de pesticides. Quoi. Ah, c'est ça. C'est comme dans Ouais. CropLife, il y a tous les vendeurs de pesticides. Exactement. Puis le travail de CropLife, c'est juste de faire du lobby. Et c'est la directrice qui a écrit le document que nous a donné Santé Canada. C'est incroyable. Ouais. Genre, à un moment donné, Ils nous prennent comme des cons. C'est fou, Ouais. c'est fou, là. Ouais. Ça va vraiment loin. Wow. Est-ce que tu peux nous parler de votre campagne de pétition, en fait, en ce moment? Je crois que c'est en lien avec le glyphosate, justement. Oui, c'est ça. Je disais tout à l'heure, c'est 15 revendications pour essayer de sortir rapidement de notre dépendance aux pesticides. Tu sais, ça va avec, reconnaître qu'il y a des maladies Ouais. professionnelles liées aux pesticides pour défendre les agriculteurs. Ça va aussi influencer les municipalités pour qu'elles interdisent l'usage des pesticides Ouais. comme esthétiques, tu sais, genre juste pour tes bégonias, tu sais, hey, Ouais. est-ce que tu veux mettre la santé du monde en danger? Ouais. Tes petits-enfants Pour et la tout ça. couleur d'un fruit. Ouais. Et ça va aussi beaucoup, tu sais, sur... nous, on a 3 revendications au niveau Tu fédéral disais, ouais. qui sont vraiment sur l'évaluation des pesticides. Donc tu sais, toutes ces petites choses mises bout à bout, tu sais,
souvent, là, on dit qu'on pourrait réduire demain de 40% de notre utilisation de pesticides. C'est incroyable. Il y a une étude Oui. qui est sortie au Québec il y a quelques années qui dit que 95% des néonicotinoïdes qui étaient utilisés, je crois, dans les champs de soya étaient inutiles. Et il y a toute une affaire qui a été créée, toute une histoire qui a été créée autour de cette recherche-là, parce que cette recherche-là, elle a été réalisée par un centre de recherche public du Québec. Wow. Donc super, oui. des chercheurs qui font leur recherche, génial. Mais elle a été, ils ont essayé, il y a des gens de l'industrie qui étaient sur le conseil d'administration de ce centre de recherche, qui ont essayé d'empêcher la sortie de cette recherche et de la discréditer, parce que ça arrête les ventes de néonicotinoïdes. Oui. Si on dit qu'ils sont 95% inutiles. Exact. Et du coup, ça a lancé l'affaire Louis Robert, parce que Louis Robert, il savait ça, il l'a dénoncé dans les... qui était un agronome, on en parlait tout à l'heure, du métier d'agronome, un agronome du gouvernement. Il l'a dénoncé, il s'est fait congédier par le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, qui a dû le réintégrer parce qu'en fait, c'était pas mal ce qu'il avait fait. Et il avait juste comme lancé l'alerte sur quelque chose qui n'est pas normal. Exactement. Et, il était là pour les bonnes raisons. C'est ça, exactement. Ça. Et en fait, on a vraiment besoin de personnes comme ça. Qui voient les des choses. Rachel Carson, qu'on dit. Mais c'est un... Oui, c'en est un. Oui. C'en est un. Ouais. Hey, c'est incroyable tout ça. Puis on parlait tantôt, revenir à ça, mais tu me parlais que c'était le soya, le maïs, les pires, le coton. Donc, en fait, sur les OGM. Les OGM, des fois, on imagine que tout est OGM. Genre, je peux plus rien faire pour les éviter. On peut éviter quand même les OGM. C'est quand même limité parce qu'en fait... 98% de la culture des OGM, c'est 4 cultures. Donc le coton, maïs, soya et canola. C'est fou parce que ce sont exactement les aliments que j'interdis, entre guillemets, à mes clientes, que je parle beaucoup des pesticides, justement, les sols avec ces aliments. Et par contre, là où c'est tendancieux, c'est qu'en fait, avec le fait que, par exemple, le canola est dedans, c'est une huile qu'on fait avec le canola. Et c'est une huile qu'on va utiliser dans tous les produits transformés. Eh oui, c'est de l'acide linoléique en fait, et c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est inflammatoire. Et donc du coup, ça va pas être, est-ce que ma courgette, elle est OGM? Un peu moins. Je comprends. On en a qui arrivent. Il y a un ananas OGM et qui est rose à l'intérieur. Il y a des choses comme ça. Mais finalement, en fait, 98% du problème, c'est ces 4-là. Donc déjà, si tu as conscience de ça... Donc déjà, si vous coupez ça, c'est génial. Voilà. Mais ce qui est insinueux, c'est qu'avec l'huile de canola, c'est toutes les barres tendres, c'est tous les produits transformés. Exactement. Puis moi, c'est toujours l'ingrédient que je dis à les clientes, ne prenez pas ça. Mais tu vois, et là où ça rejoint, et tant mieux que tous les combats se rejoignent, mais tu sais, c'est des produits qu'on disait tout à l'heure, c'est pour le porte-monnaie, c'est pas bon, pour la santé, c'est pas bon, et puis tu vois, pour les OGM et tout ça, c'est pas bon non plus. Donc, au moins, il y a une logique dans tout ça. Exactement. C'est là qu'on fait des choix intelligents. Et puis, si on peut couper ces aliments-là déjà, on le sait, regardez les ingrédients. Je dis tout le temps aux gens, regardez les ingrédients de ce que vous mangez. Comme tu dis, les sauces, les huiles, les barres tendres, les biscuits. Tous les produits transformés, en fait, souvent, vont en puis, tu sais, ça vient avec comme genre plein d'autres enjeux. Genre trop de sel, trop de sucre, trop de... Oui. C'est ça. Quand on s'éloigne de la nature, c'est là qu'on fait souvent des mauvais choix. Merci. Un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Comment on peut vous rejoindre, toi, puis Vigilance OGM? Écoute, on a un site internet, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais on n'est pas sur TikTok. Je suis même dans un groupe, moi, je crois, sur Facebook. Oui, on a un groupe de mobilisés. C'est vraiment cool, je suis dedans, c'est ça, tu sais, comme des fois, tu sais, si les gens se disent mobilisés, on va un peu plus leur jaser pour faire des trucs. Hey, aujourd'hui, il faudra appeler tel ministère pour montrer qu'on n'est vraiment pas content de ce qu'ils viennent de faire. Ce genre d'affaires-là. Puis, tu sais, pour vrai, tu sais, dans tout ça, là, le tableau est vraiment noir. Tu sais, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, franchement, le tableau est noir. Tu sais, on parle de cancer, on parle de mort, puis d'un système qui est bien en place et qui ne va pas forcément changer demain. Mais n'empêche que à Vigilance OGM, en ce moment, depuis un mois, on est 4 employés. C'est incroyable. Mais tu sais, pendant longtemps,
1, 2, Ouais. puis 3. Ouais. C'est vraiment tout doux, tu vois. Ouais. Mais à seulement ce peu d'employés-là, on arrive vraiment, tu sais, des fois À faire des petits changements, justement. en tout cas, au moins à alerter. Oui. Tu sais, genre, et puis que, tu sais, ah merde, ouais, on vient de se faire taper dessus publiquement en ce lundi. Puis je me dis que des fois, tu sais, dans les ministères, ils sont comme, OK, ben. Il y en a 4 qui grattent, là, quelque part. Ben, tu sais, je pense qu'on a un petit peu plus, Oui. mais tu sais, genre, c'est au moins important de leur dire, on vous voit. Oui. Tu sais, on vous voit le Ouais. faire, c'est pas correct. Ouais. Puis, et en fait, ce que fait Vigilance OGM, c'est de travailler sur des questions d'éthique, Oui. tu sais, comme de défense de la science indépendante, Ouais. tu sais, pas de toutes les sciences. Et c'est ça. Et de se battre contre le lobby qui, intentionnellement, tu sais, mettent en place des stratégies, mais horribles, Ouais. pour juste continuer une business. Souvent, c'est les portefeuilles qui s'enrichissent là-dedans. C'est Ouais. tout le temps une question d'argent. Puis comme je parlais de Big Pharma avec les vaccins et autres, c'est un sujet très controversé. Merci beaucoup, Laure, Merci. d'avoir été ici. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous avez bien compris en lien avec la longévité. Les pesticides, l'OGM, c'est quelque chose qu'il faut être averti, qu'il faut comprendre. Hein? Comme on dit, on ne peut pas les éviter à 100%, mais on peut faire des meilleurs choix. Puis je pense que si toi, chez toi, tu es capable de faire de meilleurs choix dans ce lien-là, bien, peut-être que tu vas vivre avec nous jusqu'à 180 ans. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une autre épisode. J'espère que tu as beaucoup apprécié. Puis si tu aimerais avoir la liste les 2 listes en lien avec les aliments à éviter et à prioriser, tu as juste à venir sur mon groupe Facebook. Bye!